Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. On est très content de vous accueillir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en attendant les autres, c'est patienter ensemble tranquillement et on va démarrer d'ici 1 minute, 2 minutes. Et d'ici là, je peux déjà vous dire bonjour Marion et bonjour Docteur Azaria. Bonjour. Bonjour. Les micros fonctionnent, tout est parfait. Ouais, donc on va patienter un petit peu. D'ici là, on dit bonsoir à Julie, Jennifer, Hermine, Manon, Elena, Carla, Yassaman. Alors, je ne pourrais pas citer tout le monde, malheureusement, vous êtes assez nombreux. Simona, Anastasia, Lémia, Stéphanie, Delphine, Sylvie, Desislava, Marion, Julie, Jérôme. Bonsoir. Et puis, je m'arrête. Bonsoir à tous. On attend encore une petite minute et puis on pourra démarrer ce webinaire. D'ici là, prenez-vous une petite tasse de café, un chocolat, un verre d'eau et on vous attend d'une minute à l'autre. Et bonsoir Ibtissam, Bénédicte, Aled, Élise. On va démarrer à 19h03, tranquillement. Et bonsoir à Emma, Desislava, Audrey, Camille qui viennent de nous rejoindre dans le webinaire. Et il est 19h03, donc on va pouvoir commencer en attendant que les autres personnes se connectent. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir du coup pour cette conférence en partenariat avec l'Académie d'art dentaire. Ce soir, on va échanger ensemble autour d'un sujet qui vous concerne tous, finalement, la relation entre chirurgien dentiste et assistante dentaire. Sujet d'importance, beaucoup de choses à dire sur ce sujet et donc c'est l'objet de ce petit point à distance. Vous êtes actuellement plus de 200 à nous suivre. Merci à tous. N'hésitez pas tout le long du format, d'en profiter de ce format interactif pour nous faire part de vos expériences, de vos questions. Les questions, vous pourrez justement les poser en temps réel dans le chat et on va y répondre du coup le long du webinaire en fin de partie et également tout à la fin. On vous demandera également les problématiques que vous souhaiteriez voir abordées. Donc, on vous expliquera aussi quelles seront nos prochaines thématiques. Donc, restez bien jusqu'à la fin du webinaire. Je me présente de mon côté, Pierre Baptiste, responsable du pôle dentaire chez Doctolib et je suis ravi ce soir d'être accompagné de deux personnes, Marion Delamotte et David Azaria. Marion, tout d'abord, vous êtes assistante dentaire depuis 2021. Vous exercez à Saint-Aubin de Médoc en Gironde et dans un cabinet de groupe. Dans votre équipe dentaire, il y a 5 chirurgiens dentistes, 6 assistantes dentaires et 3 secrétaires. Vous nous détaillerez si c'est les tâches, les missions au sein de ce cabinet de groupe dans quelques minutes. Bonsoir Marion. Bonsoir. Et docteur David Azaria, vous êtes chirurgien dentiste depuis 10 ans avec une pratique d'abord omnipratique, puis vous êtes spécialisé en endodontie. Vous partagez un cabinet de groupe avec 6 chirurgiens dentistes. Tous ne sont pas à temps plein. Vous avez en plus 4 assistantes dentaires et une secrétaire. Vous nous expliquerez également, dans le cadre de ce cabinet de groupe, comment vous fonctionnez. Bonsoir, docteur Azaria. Bonsoir à tous. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors, le sujet donc qui nous intéresse ce soir, la relation entre chirurgien dentiste et assistante dentaire. Alors, c'est une thématique qui n'est pas forcément abordée durant vos études, alors que, et on s'en rend compte plus tard, elle est quand même primordiale. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe et la force des liens entre l'équipe qui va faire la force des liens dans le cabinet et qui va être perçu plus tard par le patient. Par force du cabinet, on entend la qualité des services pour les patients, l'attractivité du cabinet, la qualité de travail entre les équipes dentaires, votre capacité aussi à recruter, à fidéliser, ne serait-ce que les équipes, mais également évidemment la patientèle, et d'autres critères qu'on va aborder ensemble. Et donc, on sait que c'est une bonne relation, c'est ce qu'on s'était dit, une bonne relation entre assistante dentaire et chirurgien dentiste, c'est pas forcément inné. Donc, il faut aller sur ces critères-là pour avoir une bonne entente et puis derrière
avoir un cabinet qui fonctionne. On se disait, Marion et Dr Azaria, en préparant la conférence, que communication, confiance, organisation, c'était quand même des clés pour avoir des relations efficaces et agréables. Donc vous nous partagerez vos expériences vécues, vos succès, vos échecs, vous nous délivrerez les bonnes pratiques, côté chirurgien dentiste, côté assistante dentaire, côté secrétariat également. Et donc ce sera des recommandations évidemment applicables à l'ensemble des cabinets dentaires, quelle que soit la région, le fonctionnement, le logiciel, la politique avec la patientèle, recommandations applicables au sens large. Voilà, vous êtes tous en général les cabinets en mouvement. Il y a des cabinets qui sont à situation fixe, d'autres qui vont évoluer, et donc vous cherchez, quelle que soit votre situation, un équilibre entre performance et qualité de vie au travail. Pour vous expliquer, chers spectateurs, chers web spectateurs, comment va se passer le séminaire, ce sera en 2 parties. Dans un premier temps, Marion et Dr David Azaria, vous allez nous partager vos retours de terrain, ce que vous avez vécu, donc je vous disais succès comme échec au fil des années. Ensuite, vous nous expliquerez vos bonnes pratiques, ce que vous mettez en place, vous, dans votre quotidien. Et enfin, on répondra à vos questions. Et donc, on commence avec cette première partie sur la relation entre praticien et assistante dentaire, entretien de bonnes relations, et donc vos retours d'expérience. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours, les cabinets par lesquels vous êtes passé, quelle ambiance y régnait dans ces différents cabinets, vos expériences les plus marquantes, qu'est-ce qui a fait que vous aviez des bonnes relations de travail, est-ce qu'il y a eu des échecs, et si oui, comment les comprenez? Bref, ça fait une très grosse question, et c'est vous, Marion, qui vous y collez en premier. Très bien. Bonsoir à tous. Pour commencer, j'ai pour l'instant fait que le cabinet où je travaille actuellement. J'ai eu l'occasion lors de ma reconversion de faire une immersion, une petite observation de quelques jours dans un cabinet où travaillaient 2 praticiennes, une secrétaire et 2 assistantes. Et au même moment, j'ai été prise au cabinet où je travaille actuellement. Donc, je n'ai pas trop différentes expériences à comparer, mais là où je travaille, ça se passe bien dans la mesure où je suis quelqu'un qui aime qu'on puisse communiquer entre nous. Et je pense qu'il y a des bons moments, des formes à mettre. Mais le plus important, c'est de communiquer. C'est de se dire les choses. Surtout avec le praticien, c'est un travail de binôme, donc c'est très important d'évoquer les problématiques et pas que. Il faut aussi souligner quand ça va bien. Vous citiez notamment la communication, du coup, Marion. Est-ce qu'il y a eu des expériences durant lesquelles vous vous êtes dit « Ok, là, il faut qu'on communique mieux ». Je pense que beaucoup de cabinets vont se retrouver dans ce que vous allez décrire. Oui, je pense dans les premiers temps, quand on débute au fauteuil et qu'on voit en face le praticien qui aurait tendance un petit peu à s'impatienter, et où on voit qu'il y a un petit peu de tension ou de nervosité parce que les gestes sont un peu plus brusques, on voit l'expression du visage. Dans ce cas-là, c'est après le rendez-vous patient, c'est l'évoquer avec lui si le temps le permet. Sinon, c'est en fin de journée, au moment du débrief, d'évoquer le moment où on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais surtout revenir dessus. Et okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... et qu'est-ce que nous, en tant qu'assistante, on peut faire pour que ça ne se reproduise pas, pour aider au maximum. Pour que ça ne se reproduise pas. Ok, oui, ça coupait un petit peu sur la fin. On a bien saisi du coup l'idée. Merci Marion. De votre côté, Dr Azaria, sur ces questions-là, donc sur vos expériences les plus marquantes, peut-être qui illustreraient l'importance d'avoir de bonnes relations entre chirurgien dentiste et assistante dentaire, et peut-être votre expérience même au global, par quel cabinet vous êtes passé, si vous en avez plusieurs. Moi, je travaille actuellement dans le cabinet dans lequel j'ai commencé en tant qu'étudiant, il y a maintenant 10 ans. Et c'était quand j'ai commencé un cabinet où il y avait 2 dentistes qui étaient associés, avec 2 assistantes, et tout se passait bien. Et évidemment, l'apport d'un nouveau dentiste, ça perturbe l'équilibre. Donc, un nouveau dentiste, donc une assistante en plus, une assistante un petit peu plus jeune, qui a peut-être parfois un peu de mal à s'intégrer, à se fondre un peu dans le moule. Et forcément, le fait de perturber un équilibre, ça crée toujours un petit peu des tensions. Et il y a eu des engueulades, en fait, comme ça arrive partout, tout le temps. Mais à répétition, je me suis un peu retrouvé, malgré moi, à faire un peu le rôle d'arbitre, parfois. Et j'ai compris que, j'étais trop jeune pour ça parce que je sortais de la fac. J'ai pas été formé pour ça. C'était pas mon rôle.
Mais j'ai dû apprendre assez vite, j'ai dû le faire, et surtout parce que tout simplement, je voulais garder mon assistante. Et qu'une assistante qui s'engueule avec 2 autres assistantes qui sont là depuis très longtemps, bah, elle finit par partir, et c'est normal. Donc, il y a eu il y a un peu beaucoup de choses qui est arrivé en même temps, mais ça m'a appris très vite à gérer les conflits et à comprendre finalement que les problèmes venaient principalement de la communication. Et que quand ça allait bien pour tout le monde, c'est quand tout le monde communiquait bien, d'arriver à communiquer les informations. Et quand ça allait pas, c'est qu'il y avait des non-dits ou parfois un manque de communication qui entraînait un manque de confiance. Et c'est un peu la leçon que j'ai apprise à l'usage, un petit peu à la dure. Mais au final, c'est une leçon qui a été hyper bénéfique. Merci docteur, est-ce que justement Marion, vous vous retrouvez dans ce retour d'expérience qu'a partagé le docteur Azaria? Est-ce qu'il y a eu une arrivée, peut-être une arrivée de personnel, une autre personne, un autre salarié, un autre employé, un autre docteur au sein du cabinet, et donc il a fallu peut-être revoir la communication parce que tout simplement la personnalité n'était pas la même? Bah, tout à fait. Pour parler de ma situation même, moi, mon arrivée au sein d'une équipe déjà formée depuis plusieurs temps, et c'était moi la nouvelle, et j'ai de suite su que c'était une reconversion qui me plaisait, dans laquelle vraiment j'allais m'épanouir en pratiquant et en me formant. Mais il a fallu que je fasse ma place, et la communication, au début, c'était pas trop ça. J'observais beaucoup. Pour voir déjà avec qui je travaillais, un petit peu en termes de personnalité assistante. Et après, les praticiens, finalement, c'était le moins compliqué. C'était moins compliqué de travailler en binôme avec différents praticiens, parce que c'était ça, le lundi, j'étais avec un praticien, le mardi, un autre, et le jeudi, vendredi, un autre. Donc, capacité d'adaptation plus, hein, c'est la veine de notre métier. Mais au sein d'une équipe, trouver sa place n'a pas été simple. J'ai moi-même pris beaucoup sur moi. Et puis, quand le moment venu est arrivé, je me suis affirmée parce que je sentais que j'avais ma place au sein de l'équipe, que j'avais pris confiance, et que j'allais rester dans ce cabinet parce que c'est le cabinet dans lequel vraiment je me plaisais. Donc, j'ai communiqué avec les personnes où il y avait justement un problème de communication, où j'osais pas trop dire les choses. J'ai mis les formes et j'ai pu trouver ma place, et ça se passe très bien. Quand vous dites justement le moment venu, qu'est-ce qui a fait que ce moment est venu justement? Vous dites à ce moment-là, j'ai pu commencer à communiquer un petit peu, à me libérer finalement. Oui, tout à fait. Notamment, je pense au congé d'été. Lorsque les personnes en place depuis longtemps partent en congé, et que nous, nouvelles arrivantes, on n'a pas forcément les congés à ce moment-là, et ben, c'est là où j'ai pu m'affirmer, trouver ma place. Et quand elles sont revenues de congé, eh bien, elles avaient vu que j'avais gagné un petit peu en assurance, parce que lancée dans le grand bain un peu seule, puisque les référentes étant en congé, j'ai dû prendre des initiatives davantage. J'ai pu trouver cette place. Et à leur retour, elles ont vu que j'étais plus épanouie, plus ouverte. Et c'est là que j'ai pu leur dire que ça n'avait pas été facile au début de trouver ma place, parce qu'elles se connaissaient toutes, elles avaient leur mission répartie, et qu'il fallait que je me faufile entre elles et que je trouve ma place. Et ça, vous pensez que c'est du... Ah bah allez-y docteur, bien sûr. Si je peux rebondir, je trouve que c'est super intéressant ce que dit Marion, parce que c'est l'opportunité en fait qui crée sa chance. En fait, finalement, la chance, elle se provoque par le travail, d'une certaine manière. Et quand on est prêt à saisir cette opportunité, les vacances, un arrêt maladie, une assistante qui est en arrêt maladie, les autres doivent prendre le relais. On a eu ce cas plusieurs fois au cabinet avec plusieurs assistants. Quand ça n'allait pas, ça désorganisait tout. Et j'ai eu ce cas, par exemple, en juillet. Les assistantes, il y en a une qui partait, elle devait être 3 à gérer 5 praticiens, ou 4 ou 5 praticiens. Et finalement, avec de la communication, la nouvelle assistante qui vient d'arriver, a réussi à prendre sa place, a réussi à comprendre un peu ce qu'on attendait d'elle. Elle a pris très vite sa place parce qu'on lui a bien expliqué, on lui a donné confiance, il y avait une bonne communication, et on lui a donné cette chance. Elle a pris cette chance, en fait, par l'opportunité, par opportunisme, un bon opportunisme.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle est complètement intégrée. Elle s'est intégrée beaucoup plus rapidement que si l'équipe était déjà en place. Ouais. Et C'est ce qui ça. peut arriver aussi, c'est que les tempéraments, parce qu'on parle de personnes finalement, aux tempéraments différents, dans le cadre d'un travail de groupe, où forcément les opinions vont diverger, mais aussi les façons de s'exprimer, comment on fait lorsque les tempéraments sont incompatibles, docteur? Enfin, est-ce que vous avez déjà rencontré cette situation, peut-être? Oui, oui, beaucoup. En fait, la question du tempérament, on pense que c'est le tempérament, on ne peut pas le changer. Alors c'est vrai, on ne peut pas le changer. Néanmoins, dans un discours et quand on communique, il y a le fond et la forme. Souvent, une assistante qui est là depuis longtemps, elle n'est pas là pour rien, et elle peut souvent avoir raison sur le fond, par contre, avoir tort sur la forme. La manière de résoudre ce problème-là, c'est pas de faire changer de tempérament, c'est d'améliorer la forme. Et une fois qu'on arrive à faire comprendre cela, par la communication, par l'explication, c'est un peu du management d'une certaine manière, mais il faut aussi que la personne soit réceptive, pardon. Une fois que la personne a compris ça et que la communication se passe beaucoup mieux, que tout est beaucoup plus fluide, à ce moment-là, on arrive à faire changer les relations. Et si c'est par exemple l'assistante référente ou un peu la leader dans le groupe des assistantes, à ce moment-là, on peut être sûr que une bonne ambiance au sein des assistantes va être donnée par un peu d'une certaine manière la chef de meute des assistantes. En fait, c'est elle qui donne le ton. Ça arrive dans tous les groupes humains. Et finalement, mettre des formes, comme on dit, mettre les formes, ça permet très souvent de faire passer beaucoup mieux le fond. Donc, les tempéraments souvent s'entrechoquent, mais c'est souvent une question de forme et pas une question de fond. Est-ce que vous avez un exemple concret, peut-être un moment où vous dites, oui, bon là, côté forme, oui, ok, t'as raison sur le fond, mais là, côté forme, ça le fait pas, et à ce moment-là, de façon de le présenter autrement? Un exemple concret, alors c'est difficile parce que chaque exemple est un petit peu unique, mais d'une manière très simple. Si vous entendez une discussion, j'entends une discussion d'une assistante envers une autre. Elle ne parle pas de la manière qu'il faudrait pour expliquer quelque chose. Si je la prends en entretien individuel et que je lui explique la même chose de deux manières différentes, elle va tout de suite saisir parce que ça va la concerner. Alors après, elle peut dire, j'étais de mauvaise humeur, il y a des embouteillages le matin, mon fils est malade. C'est vrai, ça arrive à tout le monde. Néanmoins, quand on arrive le matin, on dit, j'ai fait un accident sur la route ce matin, je me suis réveillé en retard, je suis malade, je suis pas bien, donc vraiment, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Tout le monde sait que ça peut arriver de ne pas se réveiller du mauvais pied ou de ne pas avoir une bonne matinée, mais la communication, et c'est juste une question de communication, ça va permettre de faire passer le fond beaucoup mieux. Et en fait, toute une question de forme, toute une question de communication. Est-ce que là, Marion, vous reconnaissez, pardon, vous avez peut-être pas fini, docteur. Non, c'est pas fini. J'allais juste te dire, rebondir. Marion, est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Vous avez eu cette expérience-là sur la forme. Vous avez dû vous employer sur la forme, typiquement, pour peut-être mieux, entre guillemets, mieux vous intégrer à votre arrivée? Oui, tout à fait. Mais je rebondis sur ce que dit le docteur Azaria par rapport au fait d'arriver le matin, comme arriver un petit peu, voilà, avoir des soucis sur la route, être contrarié, puis du coup, ça influe sur tout le reste de la journée. Au cabinet, le matin, lorsqu'on fait le briefing avec la secrétaire, le dentiste et l'assistante, ça fait partie des choses dans la communication qui est importante. On est tous humains, on a tous une vie et il y a des choses effectivement qui peuvent expliquer ou en tout cas nous permettre de comprendre pourquoi notre binôme de travail va familièrement pas être dans son assiette. Le matin, j'ai été malade toute cette nuit, mon enfant a été malade, j'ai eu une panne de voiture, ça m'a contrarié dès le matin. On peut comprendre ou en tout cas on peut mieux accepter que la forme soit pas forcément bonne. Je ne sais pas si c'est clair dans ma façon de... Très clair. Voilà, ça peut. Alors du coup, c'est à nous, en tant que binôme de travail, que ce soit au dentiste ou je pense à la secrétaire aussi ou à l'assistante, ça nous permet de mieux comprendre. Voilà, de se dire, bon, ok, j'ai un truc à lui demander, je vais attendre un peu, je vais attendre qu'il aille mieux parce que là, il est arrivé, il a changé une roue. Je pense à des détails comme ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où on n'a pas le temps de faire le briefing parce que la voiture est en panne, il faut changer la roue, il faut la dépanneuse.
plein de contraintes qui peuvent justifier que la personne en face soit tendue et nerveuse. Et du coup, dans ces situations-là, quand ça arrive, par exemple au fauteuil, j'y pense, je le prends pas pour moi, en fait. Il faut que les Oui, il assistantes, faut une elles prise de puissent recul, aussi finalement. voilà, il faut prendre une prise de recul. Il ne faut pas tout prendre pour soi, se dire ça ne vient pas de moi. Et inversement, les dentistes, enfin, les praticiens, on leur évoque aussi. J'ai été malade dans la nuit. Du coup, ils peuvent comprendre que dans la journée, on a un trou de mémoire, on oublie un instrument. Voilà, ça fait partie de la communication. Alors, un exemple concret, puisque Pierre-Baptiste me le demandait, je n'arrivais pas à trouver spontanément. Il est revenu, il est venu. Mes assistantes sont très malines, puisque quand elles veulent me parler d'un problème ou d'un sujet un peu difficile, elles me parlent d'abord de mes enfants. Alors, comment vont le petit, comment vont la petite? Alors moi, évidemment, je parle, je suis tombé dans le piège 10 fois. Hein. Et après, elles me disent, bon, docteur, par contre, il faut qu'on vous parle. Bon, je me fais avoir encore aujourd'hui, mais c'est vrai que à l'inverse, parler d'un sujet un peu sympathique, forcément, ça aide à faire passer des nouvelles un petit peu moins sympas. Voilà une recommandation que vont noter plusieurs personnes, je pense, dans le chat. Assez utile. Et peut-être Marion, je pense. Si vous ne l'utilisiez pas déjà, cela dit. Un peu, oui, on est malines, les assistantes, comme vous dites, docteur, on est malines. Et vous confirmez. Vous confirmez. Je pense qu'il y a certaines personnes dans le chat qui se retrouveront également dans ces procédés. Et merci pour vos retours d'expérience dans lesquels je suis sûr que plusieurs personnes vont se reconnaître. Et ça fait la transition parfaite pour parler de la deuxième partie sur l'hygiène relationnelle au cabinet dentaire. Donc là, on va passer vraiment à vos recommandations. Alors, pourquoi hygiène relationnelle? On sait hein, que c'est... En fait, on trouvait que c'était un terme qui illustrait bien finalement la notion et les conséquences qu'elle allait avoir. Marion, vous nous disiez que vous travaillez aujourd'hui avec 6 assistantes dentaires, 5 chirurgiens dentistes. Qu'est-ce qui fait, selon vous, aujourd'hui, que les relations sont bonnes? Entre assistantes, les assistantes avec les dentistes, tout simplement, je vous dis le briefing le matin, c'est important, ça donne la note de la journée, c'est là qu'on se transmet les petites infos. On vient tous avec le même état d'esprit, je pense, parce que, comme je l'avais évoqué, on est dans un état d'esprit de mieux accueillir le patient. Pour mieux accueillir le patient, ça passe aussi par la relation assistant et praticien au fauteuil. Donc, c'est primordial, en fait. Ça se ressent sur le travail au fauteuil. Donc, ça se passe bien, parce que je pense aussi qu'il y a des compatibilités de personnalité. Tout le monde s'entend très bien parce qu'on est à peu près tous du même âge. On travaille avec une dose d'humour, pas mal d'humour, ça aide beaucoup. Et puis, les assistantes savent rester professionnelles tout en dosant l'humour. Les praticiens travaillent normalement bien professionnellement, mais dédramatisent beaucoup auprès de la patientèle en utilisant l'humour. Donc sur ce fond-là, mais après, on se dit les choses tout simplement. Il y a une problématique qui est relevée entre assistantes, on va d'abord en parler entre assistantes. Mais il y a dans l'équipe d'assistantes, il faut cerner aussi les personnalités, auprès desquelles on peut se tourner. Oui, si on n'ose pas dire quelque chose. Tous les conseils sont pas forcément bons à entendre en fonction de la situation. Oui, mais si par exemple elles rencontrent un problème avec leur praticien et qu'elles n'osent pas, et je pense que beaucoup d'assistants ou assistantes peuvent se reconnaître dans ce cas-là où elles dénotent un problème, elles en parlent déjà avec leurs collègues et il y en a une qui peut donner un petit tips, comment aborder le sujet, lui conseiller le moment opportun. Et jusque-là, j'ai jamais assisté à des conflits entre praticiens et assistants. La seule fois où je l'ai vu, c'est arrivé, je m'en souviens, et l'assistante a eu le cran de le dire en fait directement au praticien qu'elle n'acceptait pas qu'on lui parle comme ça et que si ça devait se reproduire, elle quitterait le fauteuil. Et il a entendu, ça s'est très bien passé par la suite, mais il fallait qu'il l'entende en fait parce qu'il ne se rendait pas compte. C'est tout simplement ça, il ne se rendait pas compte. Et ça, une fois que ça a été dit, la forme y a été mise et ça s'est plus reproduit et ça se passe très bien. On n'a pas de conflit assistant-praticien. C'est plutôt les assistantes entre elles où c'est pas facile. Vous anticipez un peu ma question du coup, parce que
face à cette explication-là, je me disais, est-ce que ça va pas créer finalement un peu un front dentaire, un front chirurgien-dentiste, un front assistante dentaire d'un côté? Non, de votre côté, ça se passe bien, c'est plutôt en interne côté assistante dentaire que ça peut casser un peu. Non, ça peut arriver, comme je veux pas du tout genrer les soucis, mais des filles qui travaillent que entre filles, c'est pas toujours simple. C'est notamment pour ça que j'ai choisi le cabinet où je suis, parce que l'endroit où j'avais fait un stage d'observation, ce n'était que des femmes, des dentistes femmes, des secrétaires femmes et des assistantes femmes. Et la mixité au travail, je trouve qu'elle est importante. Je trouve que ça se régule bien. Et c'est le cas dans mon cabinet. Mais après, entre assistantes, c'est juste les problèmes de communication. Mais c'est la clé, hein, la communication, et pas dire les choses ou pas dire des problèmes avec son praticien et que ça explose au bout d'un moment, parce que c'est ça le problème qu'on a rencontré, c'est les personnes qui osent pas dire les choses à leur praticien, mais qui n'en parlent pas à leurs collègues et qui se retrouvent enfermées dans cette boule de stress où elles viennent le matin, elles ont l'impression de pas être au bon endroit, de pas bien travailler, mais elles en parlent pas. Et puis, au bout d'un moment, ces personnes-là, elles explosent. Et du jour au lendemain, on comprend pas d'où ça vient. Peut-être que les moments sont pas toujours simples à trouver. On se disait notamment, pas le faire entre deux patients, enfin le faire entre deux patients justement, pas le faire au moment où il y a un patient qui vient, un autre patient qui repart. Oui. À ce moment-là, les briefings matinaux peuvent être la solution, ou vous verrez d'autres moments, à part l'ouverture et la fermeture? La pause déjeuner, elle est importante aussi pour couper, peut-être avant la reprise à 14h, une fois qu'on a mangé, parce que on est tendu quand on a faim. Pas démarrer le repas là-dessus? Non, pas démarrer le repas, mais une fois qu'on est tous rassasiés, peut-être évoquer le souci rencontré avant d'attaquer l'après-midi, mais peut-être le faire, ça dépend des tempéraments, je pense, mais soit le faire à chaud parce que ça nous tient à cœur et que ça nous pèse, soit digérer la chose parce qu'on pense qu'on va pas y mettre la forme. Parce que c'est ça, c'est le dire le dire à vif, c'est risquer de pas y mettre les formes et que ça sorte un peu décousu et un peu brut. Donc peut-être laisser reposer, et au briefing du soir, le matin, le soir, peut-être le midi avant la reprise à 14h. Ok, donc votre recommandation principale, finalement, c'est dans le briefing, choisir son temps, enfin faire déjà le briefing, hein, parce que tous les cabinets ne le font pas. Donc choisir d'en parler à ce moment-là, ou une fois qu'on a passé un bon moment à midi et qu'on est un petit peu plus peut-être apaisé, on est capable de prendre un peu plus de recul sur les choses. Donc super intéressant. Même question pour vous, docteur Azaria. De votre côté, l'équipe dentaire se compose de 6 chirurgiens dentistes, 4 assistantes dentaires. Donc, qu'est-ce qui, dans votre pratique et dans vos habitudes au cabinet, vous permet de maintenir, selon vous, cette bonne relation? Marion, vous avez tout dit. La communication, c'est le plus important, finalement. Et c'est pouvoir se dire les choses. Je pense que d'abord, il faut prioriser la franchise. Le plus important, c'est, à mon avis, c'est la franchise. Quand ça va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Une grosse journée qui s'est bien passée grâce à l'assistant, il faut pouvoir le dire. Merci, vous m'avez bien aidé. C'est super. Il faut, je pense, dire la vérité en mettant les formes. C'est très important, mais il faut dire la vérité. Et toujours en l'absence des patients. Il ne faut pas qu'il y ait de patients. Il faut pas que ce soit toujours à chaud. C'est-à-dire, quand on est énervé, il faut pas en parler tout de suite après. Par contre, il ne faut pas laisser refroidir et qu'on ait oublié. Il faut réussir à que ce soit tiède, on va dire. On s'en souvient, on sait ce qu'on a ressenti et on peut en parler à peu près sereinement avec un petit peu de recul quand même. Quand une erreur se répète, évidemment, je pense qu'un entretien individuel, c'est idéal. On s'assoit un quart d'heure, on en discute. Un entretien individuel, ça se prépare. Ça se prépare, on note, on écrit les idées, on écrit ce qu'on pense, on écrit les solutions qu'on propose aussi. En tant que dentiste, en tout cas, un entretien individuel, je pense que c'est la solution idéale quand les erreurs se répètent et pour pouvoir régler les erreurs. En fait, c'est pas une discussion autour d'un café qui va régler ce genre de problème. C'est plus un entretien individuel, un one-to-one, comme on dit. C'est du management, hein, c'est juste de la gestion aussi, gestion du personnel, du management. Dans votre réponse, il y a quelque chose qui est important, intéressant, je trouve, c'est la notion de préparation. C'est-à-dire que ça va venir contraster avec l'idée de réagir au sens chaud, un peu à chaud, finalement. Le fait de préparer, ça nous oblige un peu à structurer notre pensée, à regarder quels sont les faits, à distinguer le vrai du faux, le rationnel de l'émotion, et donc d'avoir peut-être une discussion plus constructive.
Oui, mais c'est deux moments différents. En parler entre deux patients, finalement, quand la tension est un peu redescendue, qu'on discute avec son assistante sans que le patient soit là, on n'est pas totalement à chaud, mais on s'en souvient bien de ce qui s'est passé quelques minutes avant. Un entretien, c'est à froid. C'est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Je pense que comme ça, la forme se prête beaucoup mieux à arriver au fond, c'est-à-dire au message qu'on veut transmettre. À mon avis, un conseil qui est important aussi, je pense qu'il faut se souvenir que le dentiste et l'assistante sont un binôme. Les assistantes sont une équipe, les dentistes sont une autre équipe, les relations ne sont pas les mêmes, hein, et que les assistantes et les dentistes sont des binômes. On peut avoir plusieurs assistantes. Moi, je peux travailler lundi avec une assistante, le mardi avec une autre. Quand elle va travailler avec moi, on est un binôme. Je vais m'adapter un petit peu à elles. Elles vont beaucoup s'adapter à moi, c'est vrai. Et je leur en remercie parce que c'est pas facile de s'adapter à chaque fois à différents praticiens. Mais faut se souvenir qu'elles ont besoin de nous et que nous, on a besoin d'elles. Il ne faut pas, comme disait Marion, et vous avez totalement raison, le dentiste qui va mal se comporter avec son assistante, il se tire une balle dans le pied. Et le rôle de l'assistante, à ce moment-là, c'est d'être un peu plus adulte et de dire ça, plus jamais. C'est-à-dire de jouer un peu le rôle de la maman, d'une certaine manière, et dire ça, vous ne me le refaites pas parce que je n'accepte pas. Et je pense que c'est très bien. C'est une réaction à chaud, mais c'est bienvenu. Dernière, autre conseil, c'est de laisser les assistantes dentaires développer une relation personnelle avec les patients. Parce que finalement, on est un binôme, elles sont notre allié, et une assistante dentaire va pouvoir peut-être parfois plus facilement rassurer un patient. Moi, je sais que quand une patiente et mon assistante s'entendent bien, moi, je les laisse 2 minutes avant de faire l'anesthésie. Elles discutent, elles papotent un peu, je reviens, tout est plus détendu, je mets mes gants et on y va. Et elle a vraiment fait le boulot pour moi. Et en fait, c'est totalement une alliée dans cette situation-là. Dernier conseil, faire des réunions. Alors les réunions, c'est pas 1 heure pendant un dîner, hein. Une réunion de travail efficace, à mon avis, ça dure un quart d'heure, debout, avec un ordre du jour. On prend un quart d'heure, on sait de quoi on discute, avec un ordre du jour, on la prépare à froid, et debout pour pas s'asseoir après manger, comme disait Marion, une fois qu'on est bien rassasié, on fait une petite sieste postprandiale et on écoute le dentiste raconter et un peu nous endormir. Non, non. Il faut que ce soit actif et il faut surtout que ce soit intéressant. Et je pense que tout ça, encore une fois, c'est qu'une question de communication. Et quand on parle d'hygiène, je trouve que le mot est très bien trouvé parce que c'est d'une certaine manière un entretien qui est à faire tous les jours, savoir bien se comporter, bien discuter. C'est l'hygiène relationnelle. Hygiène relationnelle qui fait réagir dans le chat, hein. Donc là, c'est question live qui nous arrive intéressante. Préférez-vous travailler toujours avec la même assistante ou tourner? Et donc la question s'adresse à tous les deux, hein. Donc est-ce que de votre côté également, Marion, vous préférez toujours avoir les mêmes partenaires, s'allier avec s'allier entre guillemets, hein, bien entendu, toute proportion gardée, avec quelqu'un ou tourner? On commence par vous, docteur. Moi, j'ai la chance d'avoir des très bonnes assistantes. Mais elles-mêmes préfèrent des choses différentes. Alors, j'ai une assistante, par exemple, qui déteste l'endodontie. Bon, pas de chance, moi, c'est ma spécialité, je fais que ça. Ah oui, là c'est mal tombé, oui. Voilà. Mais quand j'ai des cas un peu plus compliqués de chirurgie, elle aime bien la chirurgie, elle aime bien m'assister. Par contre, la partie endodontie, elle va rien comprendre parce que ça m'intéresse pas. Et que je lui dis honnêtement, hein, pas la peine de venir m'assister si ça vous intéresse pas, je peux comprendre. C'est pas grave. Globalement, j'aime bien changer parce que les personnalités changent et que ça donne un peu de couleur à la journée. Ça rythme. Chaque assistante est différente. Ouais. Chaque assistante est différente. Je vais pas choisir une assistante pour la fin de matinée, une assistante pour la fin de journée, une assistante pour le vendredi, hein. Mais j'ai de problème à travailler avec personne. J'ai la chance d'avoir des assistantes assez efficaces. Je sais pas si pour vous, Marion, c'est un peu la même chose au cabinet. De mon côté, c'est pareil. Pendant mon temps de formation, pendant 9-10 mois, quasiment, 9-10 mois,
j'avais 3 praticiens dans la semaine, lundi, mardi, donc jeudi et vendredi. Le jeudi, vendredi, j'avais le même. Ça m'a beaucoup appris comme on le disait plus bas et je l'ai vu dans le chat, la capacité d'adaptation. Du coup, j'ai dû en faire preuve parce que j'ai dû m'adapter. Et au final, maintenant, je me retrouve à être avec seulement 2 praticiens. Donc, et comme vous dites, ça permet, les personnalités changent, ça rythme un peu la semaine. J'ai pas de préférence, j'aime me varier, ça ne me dérange pas du tout. Et puis au bout de presque 2 ans au cabinet, j'ai réussi à acquérir et à enregistrer leurs préférences à chacun. Donc j'éprouve aucune difficulté à m'adapter, ça m'est égal complètement. D'être en binôme tout le temps avec le même ou de devoir changer, ça ne m'importe vraiment pas. D'accord, oui. Et c'est En fait, riche, faut accepter les préférences. d'expérience. Chacun les Ouais. a, ces préférences-là, et par contre, il faut juste peut-être pas s'y cantonner, auquel cas on risquerait de passer à côté d'autres personnalités avec qui on travaillerait bien aussi, on s'entendrait bien. Donc, faut accepter peut-être la différence. Aujourd'hui, c'est un peu ce que vous me dites. Oui, tout à fait. Et de l'autre côté, je pense pas que les dentistes du cabinet dans lequel je travaille aient chacun aussi leur préférence d'assistante. Non, ils sont simplement contents d'avoir du personnel compétent pour les assister au fauteuil et avec qui ça se passe bien. Et qui communiquent bien. Ok, super. Parce que oui, ça aussi, il y a forcément des personnalités qui vont différer, que ce soit au niveau des praticiens ou des assistants. Il y en a qui vont bien aimer s'entendre, ils vont avoir des atomes crochus, ils vont montrer qu'ils ont des atomes crochus avec certains et peut-être en avoir moins avec d'autres. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir gérer, j'imagine. Probablement, il y a des affinités parce qu'il y en a qui travaillent depuis plus ou moins longtemps entre eux, ils se connaissent. Non, j'ai pas là en tête, j'ai pas de choses qui me laissent penser qu'il y ait des préférences. Vraiment, je pense qu'on peut faire la chaise musicale des dentistes et des assistantes et que ça poserait pas de problème. De votre côté, docteur ? Pour ma part, en tout cas, ça fonctionne aussi comme ça. Les assistantes tournent en fonction. Je pense pas qu'il y ait de préférence particulière. Chaque assistante préfère aussi certains actes, mais ça arrive et c'est humain, c'est normal de préférer certaines choses à d'autres. Les dentistes s'adaptent un petit peu quand même aussi aux assistantes. Et c'est normal. Okay. En quoi est-ce que vous avez peut-être des exemples de moments où ils sont adaptés? Peut-être vous dites ils fonctionnent d'une certaine manière. J'aime bien les exemples ce soir. Ils fonctionnaient d'une certaine manière et ils se sont dit bon peut-être que ça le ferait mieux si j'amenais la chose de cette façon-là. Et donc ils se sont dit je vais prendre le pas. J'ai une assistante qui est un peu plus maternelle parfois pour les patients un peu plus jeunes. Je lui dis venez, vous allez rassurer un peu mon jeune patient. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas quelque chose de systématique. Quand j'ai envie d'aller vite, par exemple, je sais qu'il y a une assistante avec qui je m'entends très bien, qui comprend très vite en fait finalement ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Quand je suis en retard, je vais dire allez, venez avec moi, on a toute une après-midi là, j'ai 1 heure de retard, on va rattraper le retard et on va un peu bombarder, je vous fais confiance. Si elle me dit docteur vraiment je suis sous l'eau, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça et que je suis pas en forme, là je vais m'adapter à elle, je vais l'écouter. Il faut aussi qu'elle puisse être capable de me le dire et que moi je sois capable de l'écouter. Encore une fois, c'est l'hygiène relationnelle. Et c'est la communication. Et puis moi, si elle n'est pas en forme et que j'ai besoin d'aller vite, elle ne va pas me suivre et on sera tous les deux pas satisfaits. Donc finalement, on s'adapte aussi un petit peu aux assistantes. Et c'est très bien, parce que d'avoir des profils différents, et Marion disait très justement, la diversité des profils, finalement, dans un cabinet bien utilisé, c'est une richesse. C'est une richesse, très belle conclusion. Donc vraiment empathie du coup à 2 niveaux, dans les 2 sens. J'en profite pour faire une petite parenthèse technique. Si vous entendez dans le chat des bruits un petit peu intenses, ne vous en faites pas. C'est plus du niveau de notre niveau, du niveau des intervenants que du vôtre. La situation est normale. Et là, on en a un bon exemple à l'instant. Docteur, vous parliez tout à l'heure vous disiez, faut pas qu'elles aient peur, faut qu'elles osent. Faut exprimer son insatisfaction. Justement,
quel conseil, et je commencerai par vous, Marion, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui n'osent pas exprimer cette insatisfaction ou juste les questions qu'elles peuvent avoir de peur de heurter, brusquer? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être s'adresser en premier temps à une assistante référente qui est peut-être là depuis plus longtemps, qui peut peut-être donner des billes un peu sur la personnalité du dentiste avec qui elle a peut-être un souci, avant de Ça, s'adresser vous l'avez directement. reçu, ça, par exemple? Pardon? Vous étiez la dernière Pardon? arrivée, donc vous avez reçu typiquement ce genre de conseils. Euh, Eh bien, en fait, j'ai beaucoup Pas trop, vous auriez observé. aimé les avoir. J'aurais aimé les avoir, mais j'ai observé. Justement, j'ai observé pour discerner dans l'équipe auprès de qui je pouvais m'adresser, à qui je pouvais m'adresser si je rencontrais un souci. Et dans mon cas, c'était la secrétaire qui était référente, qui était qui est en poste depuis des années, qui a été l'assistante dentaire de mon praticien avant d'être secrétaire. Et je l'ai identifiée, elle, comme référente. Je pense que les assistants, c'est important quand ils arrivent et qu'ils n'osent pas trop se faire une place ou qu'ils n'osent pas dire les choses, de trouver une personne référente à qui elles peuvent, ça peut être un biais, voilà, qu'elles peuvent lui donner des billes pour formuler. Ne pas oublier que les chirurgiens dentistes sont humains, qu'ils ont de l'empathie, qu'ils éprouvent aussi des choses et que voilà, qu'ils ne sont pas dénués d'empathie, au contraire, qu'ils peuvent entendre les choses. Parce que trop souvent, elles ont peur de dire les choses, de se dire mais il va pas l'entendre, il va pas le comprendre. Si, quand même. Et, je dirais quand elles ressentent aussi un problème, moi j'ai beaucoup fait ça. C'est mon formateur à l'école qui me l'avait appris. C'est la cohérence cardiaque pour gérer son stress quand on sent que ça monte en soi, qu'on a un trop plein et qu'on n'ose pas dire les choses. C'est aussi faire un travail sur soi, de respiration, de gestion de cette pression, de ce stress. Donc, je vous invite à regarder sur Internet la cohérence cardiaque. Celles qui sont à l'Académie d'art dentaire, je pense, le savent. C'est un bon exercice pour gérer tout ça et ensuite aller vers une personne référente, aller vers son dentiste et oser dire les choses, pas garder pour soi. C'est le plus important, je pense. Oui, il y a ce côté temporel, hein. Souvent, on a tendance à vraiment, effectivement, comme vous le disiez, le garder pour vous. Et puis derrière, vous allez le dire à un moment où vous n'avez aucun contrôle. Il y aura sûrement un petit peu d'émotionnel lorsque ça va sortir, entre guillemets. Et donc, les conséquences ne seront pas Oui. celles que vous aurez souhaitées, forcément. Oui, oui, tout à fait. De votre côté, docteur Azaria, des recommandations pour les personnes qui n'osent pas, vous en parliez aussi de ce côté, il faut oser. Il faut inscrire dans un climat de confiance, finalement. Vous pouvez me parler, de tout, je peux tout écouter, je vous dirai ce que j'en pense, mais d'abord, arriver à l'exprimer. Et c'est pas facile parce que tout le monde n'y arrive pas forcément. Et en fait, tout le monde n'y arrive pas dans le cadre du cabinet. Et finalement, moi, j'y suis arrivé par exemple avec une assistante, je l'ai invitée à déjeuner. J'ai fermé un mois avant mon agenda, j'ai fermé 2 heures mon agenda, j'ai dit je vous invite, on va déjeuner, on va discuter. Elle était évidemment d'accord, enfin elle a hésité, mais elle était d'accord. Elle me disait, non mais si j'ai un patient, est-ce que je peux le mettre là? Non, il n'y a rien du tout qui va me perturber ce jour-là. Ces 2 heures-là sont fermées et elles sont consacrées à vous. Et je suis allé, j'ai pas pris de notes, faut vraiment sortir du cadre du travail. Et elle m'a parlé beaucoup plus librement que si on parlait au cabinet. Parce que quand on est au cabinet, c'est le cadre du cabinet. Et finalement, l'ambiance qui peut être pesante au cabinet si ça se passe mal, va s'abattre sur vous. Et vous n'arriverez pas à dire ce que vous pensez. Alors que quand vous êtes au restaurant, vous mangez un bon plat de pâtes, une bonne gastronomie italienne, c'est l'idéal, je vous assure. Vous faites un bon déjeuner ou un bon dîner, les choses sont dites différemment. Peut-être que c'est parce qu'on est plus rassasié, comme disait Marion, on parle mieux quand on est plus rassasié, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne astuce. Sinon, faut réussir, c'est vrai, à se défaire un peu. C'est la gestion des émotions, finalement. Dans tous les domaines, dans le sport ou dans le travail, ça existe. Cette gestion des émotions-là, elle est primordiale. Il faut réussir. Si l'assistant dentaire n'y arrive pas, il faut que le dentiste fasse un pas vers elle.
Et donc, vous recommandez plutôt un bon plat de linguine ou de pizza à la truffe, pas à l'ananas, n'en déplaise à certaines personnes dans le chat, pour du coup apaiser certaines tensions qui peuvent exister. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit dans certaines études américaines notamment, qui vous prouvent que en fait, le bonheur au travail va être plus intense, en entreprise notamment, mais ce sera valable en cabinet dentaire, lorsque vous vous accordez ces quelques entretiens ou juste discussions en extérieur du cadre de l'entreprise. Et là, les langues et les émotions se délient à ce moment-là. Donc vraiment, retour effectivement intéressant. Alors, on parle aussi des transitions toutes faites, on parle des moments de convivialité souvent pour les relations de travail. Est-ce que de votre côté, Marion, c'est tensions formelles ou informelles, hein, est-ce qu'on le dit ou on ne le dit pas, mais est-ce qu'on les fait? Si oui, que faites-vous? Qui les organise? À quelle fréquence? Dites-nous tout. Alors, je dirais qu'il y a 2 grands repas dans l'année où on sort, on va manger au restaurant, on est nombreux, on y va, là on y est allé au mois de juin, donc pour finir, on va dire avant finir l'année scolaire, on va dire, et avant que tout le monde parte en congé, et sur la fin d'année, vers Noël, donc des restos, on va tous manger à l'extérieur. Autrement, il y a des moments informels au cabinet, on a un frigo comment dire, garni, pas que de yaourt et de vinaigrette. Si vous voulez, voyez ce que je veux dire. Donc, il peut arriver que parfois, la fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, tout le monde s'affaire un peu à partir parce que chacun a son week-end ou des choses comme ça. Donc, ça va plutôt être le jeudi soir et on est tous autour de la table et c'est souvent le chef qui va lancer ça, en fait, et on reste. Ça, c'est pas du tout prévu, c'est très informel, mais on apprécie, on est tous en train de boire un verre et on parle de tout et de rien. On va rigoler sur du boulot, mais on va parler de toute autre chose. Et tous les midis, on mange ensemble. Tous les midis, on mange ensemble. Très peu de personnes du cabinet, je crois, si ce n'est une secrétaire qui habite vraiment très proche, rentre manger. Mais tous les midis, on mange ensemble. On est sur un pôle où il y a des dentistes, il y a également des kinés, des podologues et des docteurs. Et en fait, on mange tous ensemble. Ça, petit clin d'œil, ça joue à la belote le midi. Donc La voilà, belote, c'est entendu. Donc là, on a deux belote. points qu'on aimerait voir, c'est la belote et le frigo, ce qu'il y a dans le frigo, parce que vous avez maintenu le mystère. Ok. Donc voilà, donc ça crée du lien, c'est de l'informel. On est quand même dans le cadre du travail, je veux dire dans le cadre vraiment dans le bâtiment même. Mais voilà, manger tous les midis ensemble et pas les assistantes d'un côté ou les dentistes où chacun rentre chez soi. Finalement, d'être dans la même salle au moment du repas, même si des fois on est chacun un peu sur notre téléphone parce qu'on a aussi notre vie à côté à gérer. Le fait de partager ce temps du midi ensemble est important et puis voilà, les 2 repas par an, c'est primordial de sortir du cabinet, d'aller manger ailleurs. Et nous, dans le cadre de l'accompagnement qu'on a avec un coach pour 1 année et demie, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, on a l'occasion d'aller tous manger à l'extérieur dans un magnifique cadre, le Relais Château de Margaux, que je vous conseille vivement. Et en fait, on fait une sorte de coaching. Enfin, on est accompagné par un coach et c'est aussi un autre endroit où on se retrouve pour manger. Donc, c'est pour du travail, mais c'est dans un autre cadre que le travail. Et c'est très, très agréable de se retrouver dans ces Ce conditions-là. coach, quelle a été sa fonction? Enfin, c'est typiquement, c'est lui qui orchestre ça? C'est qui orchestre. Vous voulez dire les Les repas? sorties, la façon de gérer, le Non, travail en équipe, rien à voir? non, ça c'était déjà mis en place. Non, lui, il est là pour nous donner des outils au quotidien pour une meilleure gestion, que ce soit humaine, gestion des stocks, administratif, ergonomie. C'est de l'accompagnement là pour 1 an et Ok. à la demande. C'est 360, mais il y a quand même du coup de l'humain. De ce que vous dites, il y a quand même un petit peu la partie travailler en équipe Oui, qui vous oui, préconise. oui, tout à fait. Intéressant. Tout à fait. Intéressant. Ça, oui, oui. On est accompagné là-dedans pour mieux gérer. Eh ben, écoutez, c'est noté. On aura noté également l'adresse du relais que vous nous avez conseillé. C'est assez culinaire ce webinaire décidément ce soir. Docteur Azaria, est-ce que vous de votre côté, on se rejoint sur la partie culinaire justement, s'il y a des petites sorties? Oui, oui, bah, nous on a l'habitude de faire 2 dîners par an, en général en juin et en décembre, Ah ces bah, pareil. alentours-là.
On fait le point, on se voit dans un cadre un peu informel, on mange bien, évidemment, et surtout, on rigole bien. On essaye parfois des nouveaux restaurants, on essaye des nouvelles gastronomies. L'assistante n'a jamais mangé indien, mais on a été manger dans un restaurant indien. Elle n'a pas mangé d'ailleurs, enfin, elle n'a pas aimé. Et ce qui est assez drôle parce qu'après, on peut en discuter. Et finalement, ça crée des souvenirs en commun. Ça se passe bien ou mal, ça crée des souvenirs en commun. Et ce qui est intéressant, et ce que disait Marion par exemple sur l'affaire du frigo du jeudi soir, c'est qu'au final, ça crée une culture commune et des souvenirs en commun. Et c'est la culture du cabinet qui est, a priori, quand on écoute ça, qui est conviviale, qui est assez bon vivante. Et ça se ressent sûrement en fait vis-à-vis des patients parce que une bonne ambiance dans un cabinet, ça se ressent forcément sur le moment que va vivre en fait le patient au sein du cabinet à partir du moment où il va arriver dans le cabinet. Et ça, c'est extrêmement important en fait. Je pense, c'est une culture commune qu'on met en place et qui se construit patiemment par des petits rituels ou par des souvenirs qu'on a ou des soirées qu'on a en commun au cabinet. C'est très intéressant, Marion, je savais pas. Je savais pas que ça se faisait déjà. Très intéressant. Mais sinon, ouais, on fait plutôt 2 dîners par an. On revient un peu sur l'année qui vient de s'écouler. On se projette sur l'année, les projets qu'on a. Il faut aussi être un peu transparent avec les assistantes, savoir ce qu'on a en tête, ce qu'on aimerait mettre en place, faire participer les assistantes et les inclure dans nos projets qu'on a pour l'année à venir. C'est extrêmement important. Donc quand même un planning assez chargé par rapport à ça. Et d'ailleurs, vos retours d'expérience font beaucoup réagir dans le chat. On a notamment Jérôme C qui nous fait part de team building qu'il organise dans l'année. Je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous avez pu penser aussi, qui sortent un petit peu du cadre. C'est ce qui se fait notamment en entreprise. Et on a notamment Marie-Élodie Bello qui nous dit « J'apporte régulièrement des fruits, des chouquettes, des chocolats. Parfois, je cuisine et du coup, cela crée du lien. Et surtout, les autres le font aussi à leur tour. » C'est intéressant. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé, peut-être sur le team building notamment? Je me doute que du coup, sur la partie culinaire, vous avez l'air plutôt au fait. Bah, moi, je dirais que la nourriture, ça fédère. Ça fédère, donc que ce soit un resto entre équipes ou que ce soit, comme j'ai vu quelqu'un dans le chat dire j'apporte des fruits, j'apporte des viennoiseries, c'est ça. Ça arrive régulièrement que quelqu'un soit l'initiative voilà, du petit-déj pour l'équipe. On fait aussi les anniversaires. C'est voilà, des praticiens, des assistantes, un petit gâteau, une bougie, la chanson. Et on immortalise tout ça et on partage sur le groupe WhatsApp. Comme ça fait aussi partager à ceux qui ne sont pas là le jour J. Donc, et vous avez cité la chanson du coup. Donc, c'est un troisième élément qu'il faudra partager à l'ensemble de la communauté si vous y consentez, bien sûr. Donc la chanson, je ne sais pas si vous y avez pensé, docteur, pour varier un petit peu, mais pour le coup, les team building, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu pour les cabinets de groupe notamment, c'est sans quelque chose de pris en compte. Donc, très intéressant. Très intéressant. Merci pour vos retours. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à... Oui, docteur. Oui, non, c'est vrai que c'est très intéressant, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas que la nourriture. En fait, il faut utiliser toutes les bonnes occasions finalement. Par exemple, c'est la Coupe du Monde de rugby. Je suis persuadé que les assistants télédentistes sont intéressés. Après le travail, après la journée, on peut se retrouver pour voir le match tous ensemble au cabinet. Je pense que ça peut être une bonne occasion, mais le plus important, c'est pas ce qu'on va regarder. Le plus important, c'est ce qu'on va partager. Et la Coupe du Monde de rugby, une Coupe du Monde de foot, une compétition ou même une formation qu'on peut donner, une soirée qu'on peut donner au cabinet, toutes les occasions sont bonnes en fait pour se retrouver et pour partager quelque chose. Oui, le sport finalement, sans vouloir voler la phrase et la vedette à Marion, c'est comme la nourriture, du coup ça fédère. C'est une conclusion qu'on pourrait tirer. Ça fédère. Et alors, on le voit et on en parlait tout à l'heure en préambule. Vous êtes des cabinets en mouvement, donc forcément vous allez avoir des équipes qui vont changer peut-être de taille, de structure, ou en tout cas vous allez avoir des départs, des arrivées. Donc vous avez à accueillir de nouveaux assistants dentaires, de nouvelles secrétaires, de nouveaux praticiens. Quelles sont, Marion, on commencera par vous, les informations indispensables que vous leur transmettez au sujet des chirurgiens dentistes, assistants dentaires? Est-ce que vous leur faites une sorte de fiche de présentation informelle ou au contraire de
présentation de comment fonctionne le cabinet. Voilà, quelles sont un peu les infos qui sont transmises aux nouveaux arrivants? Pour ma part, j'ai eu à un moment donné, en début d'année, je me suis retrouvée à être seule pour 5 dentistes. Il y a eu un turnover, il y a eu des absences, ça a été un peu complexe. Et quand les filles ont été recrutées, je me suis retrouvée à devoir les accompagner, mais à manquer de temps. Donc j'ai créé des outils pour les accompagner. J'ai fait un livret du cabinet où j'ai pris en fait on a un site du cabinet. Donc, je l'ai imprimé. Comme ça, elles avaient le nom des dentistes avec, c'est tout bête, mais la photo du dentiste avec le nom. Parce que quand on arrive dans un cabinet qu'on débute, on ne connaît pas trop, il faut se souvenir de qui est qui. Donc, j'avais fait ça. J'avais, c'est tout bête, mais une assistante ou un assistant qui est en reconversion professionnelle qui arrive, il s'est forcément renseigné sur le métier dans lequel il met les pieds. Mais j'avais fait un récap de la fiche de poste, des missions de l'assistante dentaire. J'avais donné, c'est tout bête, mais des liens, tout ce qui est les réseaux sociaux, les Instagram ou les TikTok de dentistes ou assistantes dentaires qui étaient relativement connus. Et je leur avais, parce que j'avais des jeunes qui étaient recrutés, donc il fallait trouver l'accroche. Donc c'était le bon truc. Et après, j'avais trouvé des fiches récap, notamment qu'on avait fait à l'école. Et je leur avais donné pour qu'elles débutent avec des bases, qu'elles ne soient pas trop perdues. Et après, j'avais pris des photos des plateaux. Des photos des plateaux avec les instruments. J'aurais fait un petit livret AD, un livret de bienvenue. Et comme ça, à défaut de pouvoir toutes les accompagner individuellement parce que je manquais de temps, elles avaient cette base de travail. Et après, bien sûr, j'étais disponible quand je le pouvais pour répondre à leurs questions. Et je les invitais à venir voir, en fait, de se mettre au-dessus de mon épaule et de venir voir aussi comment ça se passait. Voilà, j'ai un peu délégué avec du support papier parce que je manquais de temps, mais je crois que ça les a bien aidés au début. Bon, on peut l'imaginer, hein, pour le coup, vous avez fait à la fois du formel, de l'informel, du présentiel, du papier. Voilà, vous savez accueillir. Il y a du niveau, docteur Azaria. L'exemple typique de l'assistante parfaite qui accueille bien les nouvelles venues. Et nous, en tant que dentiste, en fait, c'est exactement ce qu'on attend et c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, bravo Marion, c'est l'exemple parfait, c'est ce qu'il faut faire, bravo. Je peux rien rajouter. Merci. Nous, du côté du dentiste... De votre côté, docteur, en tant que dentiste, après peut-être vous le transmettez aux assistantes aussi, puisque forcément vous allez avoir les patients. C'est pas vous entre guillemets qui verrez le patient en premier, ou peut-être que qui allez voir les nouveaux arrivants. Donc, est-ce que de votre côté vous avez des choses peut-être en plus ou vous faites différemment? Non, on fait pas différemment. C'est surtout les assistants qui accueillent les nouvelles. Nous, on va rencontrer évidemment les personnes qu'on va recruter, mais les assistantes vont les accueillir et vont les mettre un petit peu dans le bain. Nous, ce qu'on va leur dire, c'est que on n'est pas là pour leur mettre la pression. Il faut qu'elles aient envie d'apprendre, évidemment, mais que ce qu'il faut, c'est qu'elles apprennent bien, pas qu'elles apprennent vite. Et que, après, c'est vrai que l'équipe, quand elle s'entend bien et quand les relations sont saines, elles arrivent à bien accueillir les nouvelles venues. Et l'exemple de Marion est excellent, d'ailleurs. Super intéressant. Et donc ça, est-ce qu'en général, ils communiquent bien là-dessus, sur les retours, est-ce que c'est bien reçu, est-ce que c'est la norme, est-ce qu'ils sont plutôt surpris par le fait d'être bien accueillis, pour qu'on essaie d'imaginer, est-ce que c'est quelque chose d'assez répandu dans les cabinets dentaires, ou est-ce que finalement vous êtes d'excellents élèves en matière d'accueil? Alors, je sais pas, j'ai pas de point de comparaison. On n'a pas pour habitude de demander comment est-ce qu'on est mieux ou moins bien que les autres. On essaie surtout de faire la manière qui nous ressemble le plus. C'est-à-dire, moi, j'ai bien été accueilli dans mon cabinet, je vais bien accueillir la personne qui vient après moi. Et ça me faisait penser aussi une question que je trouvais intéressante. On se disait, c'est pas quelque chose de fait, de proposer, dans le fait de gérer la communication, d'accueillir quelqu'un, de gérer l'interpersonnel, de gérer le management. Comment est-ce que vous, docteur, vous auriez aimé être formé? Est-ce qu'à l'université, est-ce que vous dites que ce serait un module peut-être pour les assistants, pour les praticiens? Comment vous verriez une amélioration de cette formation? Alors, déjà, un module à la fac, ce serait bien, ce serait déjà une première chose. Après, il y a certains dentistes qui préfèrent ne pas s'occuper de ce genre de choses et de faire que du fauteuil. Ce que je peux comprendre parce que c'est extrêmement énergivore. Ça prend la tête même.
Euh, je pense pour ceux qui sont intéressés, qui ont besoin de se former là-dessus, il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des vidéos sur YouTube. Et quand on choisit le bon podcast ou les bons livres à lire, ou la bonne formation qui existe aussi, tout se passe beaucoup mieux parce qu'on n'a pas un mode d'emploi à suivre en fait. Hein. C'est pas une recette de cuisine. C'est plutôt des bonnes pratiques et un bon état d'esprit. Et une fois qu'on est au clair avec ce qu'on veut, ce qu'on cherche en fait, et là où on va arriver, finalement, on arrive à l'objectif souhaité qui est d'avoir un bon relationnel dans un cabinet, des gens qui s'entendent bien, des personnes qui sont bien accueillies. Mais tout ça, ça s'apprend. C'est pas instinctif. Bah, écoutez, entendu peut-être quelque chose à rajouter, du coup, Marion, par rapport à ça, avant qu'on passe aux questions qu'on a reçues dans le chat et qui nous ont été posées en amont de l'événement. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le docteur Azaria. C'est complémentaire à ce que j'ai dit. Mais c'est pas inné. Hein. C'est, comme vous dites, la capacité à manager, c'est pas inné. Et on sent que parfois certains dentistes peuvent être maladroits et où certains même prennent du recul avec cette mission-là. Parce que ils s'en sentent pas capables et peur de pas mettre les formes. Donc, généralement, c'est vrai que ça se gère plutôt bien entre assistantes. Eh ben, écoutez, justement, pour la gestion entre assistantes, on va vous mettre à l'épreuve, Marion et docteur aussi, puisqu'on a une question précise dans le chat qui vient de nous arriver. Et là, vous êtes sur un cas d'école. Dans mon cabinet, on a une super ambiance, nous dit Julie V, la plupart du temps. Hélas, une assistante a changé d'attitude depuis quelques mois. Toujours de mauvaise humeur, qui refuse de communiquer, s'en prend beaucoup aux nouvelles assistantes, voire même aux praticiens, surtout lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut ou qu'on ne fait pas les choses comme elle veut. On a essayé quasiment toutes les méthodes évoquées aujourd'hui et rien ne fonctionne. Un conseil, là on est sur une mise à l'épreuve. Mmh. Qui veut répondre en premier, se jeter à l'eau? Je vais prendre la main. J'ai vécu un cas similaire. Et en fait, moi, je croyais que le problème venait de nous. Et un jour, dans le vestiaire, avec l'assistante en question, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, comment tu vas? Parce que je m'inquiète. Avant, on se parlait. Je vois que tu me parles plus, que tu es distante, que tu es tête baissée à l'asté, que tu participes pas trop aux discussions. Et en fait, non, le problème venait de la personne, c'est-à-dire qu'elle avait un mal-être, il y avait du personnel, il y avait du professionnel, et elle n'avait pas communiqué son mal-être, et en fait, elle a explosé. Et le jour où elle explosait, c'était trop tard, pas de retour en arrière possible, et elle avait décidé qu'elle devait changer, donc on est en omni, et elle voulait partir dans l'ortho. Et au lieu d'en parler à l'équipe, de partager, elle avait rien dit, elle a tout gardé pour elle. De ce fait, nous, on pensait que on avait fait quelque chose. Et en fait, non. La plupart du temps, pour la situation que cite Julie, c'est peut-être la personne qui, elle, a des tracas, alors peut-être personnel et ça ressurgit sur le professionnel, ce qui n'est pas une attitude professionnelle, mais on reste humain et peut-être lui poser la question, est-ce que ça va? Et soulever le problème, lui dire que ça fait quelque temps qu'on te sent distante, je m'inquiète. L'empathie, ça marche bien aussi. C'est pas de la manipulation ou autre, mais être un peu empathique, se dire je m'inquiète, je te vois changer, est-ce que tu as besoin de parler de quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, et essayer peut-être de lui poser la question, tout simplement. Peut-être que personne n'ose et râle derrière en se disant oh, elle a changé, peut-être lui demander. Parce que c'est pas simple de faire non plus la part des choses entre relations professionnelles et pas verser dans la psychologie non plus, ce qui pourrait être le cas Oui. dans ce cas précis. Oui, de faire du social, comme on dit. Exactement. Peut-être que c'est un tort hein, et que c'est trop et que je n'aurais pas à le faire, mais moi, ça me poserait question en tout cas. Docteur, peut-être un complément de ce que vient de nous exposer Marion? Elle a trouvé la solution à un problème qui est très compliqué, qui peut arriver dans un cabinet. Et c'est vrai que parfois, en fait, le problème ne vient pas du cabinet. Le problème vient de la personne. Et d'essayer de se mettre à la place de la personne, en fait. De partir de l'assistante et pas partir du cabinet. Et je pense que c'est plutôt le bon chemin à emprunter. C'est un chemin qu'on emprunte trop peu souvent. Une autre question, typiquement, merci de vos retours qui nous vient.
bon, c'est pas la plus marrante de toutes, mais lorsqu'il y a un feeling qui passe pas, parfois c'est une question de feeling entre praticien et assistante dentaire. Est-ce que c'est un moment où il faut se dire, bah, peut-être que je n'y arriverai pas, ce sera pas possible. Est-ce qu'il faut se séparer? Et si oui, au bout de quel moment on se dit, ok, bon là, point de non-retour, où on a tout essayé, il faut penser à partir. À mon avis, je pense qu'il faut déjà jouer carte sur table. Voilà, on a des tempéraments différents. On essaye vraiment de bien s'entendre au travail, mais ça fonctionne pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la relation soit plus fluide? Est-ce qu'on va manger ensemble? Est-ce qu'on va partager quelque chose? Est-ce qu'on peut mettre en place des procédures au cabinet de travail? On va préparer des cassettes, par exemple, pour tel acte. On va préparer une organisation un petit peu différente dans votre cabinet. On va partager quelque chose. Peu importe ce qu'on partage, mais on va essayer de partager quelque chose. Ça crée tout de suite un premier lien. Si vraiment ça fonctionne pas et que ça dépasse les possibilités de chacun et qu'on comprend qu'on n'est pas heureux finalement de travailler ensemble, on se sépare, il faut trancher à un moment donné. C'est pas très grave, hein. Des dentistes, il y en a plein, des assistants, il y en a plein. On n'est pas obligé de s'enfermer dans un cabinet si on n'est pas à l'aise. Mais il faut chercher, toujours essayer de partager quelque chose avant d'abandonner. Oui, pour éviter de partir sur un échec comme vous l'exprimiez et se dire que peut-être qu'on peut apprendre de soi aussi, suite à cette expérience-là, qu'elle fut bonne ou mauvaise, on a toujours quelque chose à en apprendre. Marion, on va se tourner vers vous pour cette question qui nous vient du chat. Selon vous, quelles sont les qualités d'une bonne assistante au cabinet et quels conseils donneriez-vous aux assistantes pour le bon fonctionnement du cabinet? Une question assez généraliste mais importante. Ouais. Selon moi, on l'a précisé juste avant, un peu plus haut dans la conversation, la capacité d'adaptation. On est dans un métier polyvalent, multitâche, où on peut être face à une urgence. Je parle au fauteuil ou dans l'emploi du temps ou autre. Oui, capacité d'adaptation, capacité de communication, l'écoute, que ce soit le patient, que ce soit ses collègues, je vais dire même dans tous les métiers, capacité d'écoute. J'ai envie de dire la confiance, parce que je pense que c'est important d'avoir confiance envers ses collègues, savoir qu'on peut s'appuyer sur eux. C'est tout bête, on est un peu dans le rush, voilà, se relayer, remonter un fauteuil, une confiance, voilà, de la confiance, de la patience. De la patience. Quand on a des rendez-vous de 2h30 de paro ou d'endo, je pense, hein, de la patience au fauteuil, je pense que c'est primordial. C'est déjà pas mal. Si vous avez toutes ces compétences-là, ces savoir-être en tout cas, parce que les compétences, ça s'acquiert avec la formation, mais il y a le savoir-être. Et le savoir-être, souvent, c'est ce qui fait qu'on est quelqu'un dans l'équipe avec ces savoir-être-là qui tient la route. On peut prendre quelqu'un qui n'a pas les compétences. On sait que s'il y a cette base-là de confiance, d'écoute, de communication, d'adaptation, on peut en faire quelque chose en la formant. Mais s'il manque ces savoir-être, je pense que ouais, c'est peut-être pas le bon métier. Et vous parlez du coup de confiance, et justement ce sera la thématique de la dernière question qu'on va pouvoir prendre dans le chat, qui concerne du coup une assistante dentaire qui se demande, qui en fait n'ose pas aborder un sujet avec son praticien et se demande comment est-ce qu'on peut démarrer, initier l'échange avec lui. Tout dépend du souci rencontré, je dirais, si c'est vraiment de l'ordre au fauteuil, une problématique, j'ai pas d'idée qui me vient, mais si par exemple l'assistante n'a pas apprécié la façon qu'a eu le praticien de s'adresser à elle, faire un peu de respiration, prendre sur soi, attendre le moment opportun, pas quand le dentiste est en retard entre deux patients, mais attendre peut-être la fin de journée et il faut se lancer. Je pense qu'il faut se lancer et peut-être glisser entre deux. Docteur, j'aurais besoin de vous parler ce soir en fin de journée, comme ça prépare le terrain. Le docteur, il va cogiter et il va se dire, mais de quoi bien pouvoir me parler comme ça? C'est l'introduction. Et elle, quelque part, elle se dit, bon, c'est trop tard,
je l'ai avertie qu'il fallait que je lui parle et elle va se mettre en condition. Et elle sait qu'après la fin de journée de travail, elle va du coup tenir son engagement et aller le voir et lui parler. Et c'est ce que j'ai fait pour Docteur ma part. Azaria, typiquement. Oui. Ah, vous l'avez fait? Oui, j'avais un peu la boule au ventre et je me suis dit, bon, ben, je me lance. Docteur, il faut que je vous parle à la fin de la journée. Et tout après-midi, je réfléchissais, je cogitais à la façon que j'allais tourner les choses. Et puis à la fin de la journée, il est revenu vers moi et il me dit, vous aviez quelque chose à me dire? Et du coup, c'était le moment. Il était réceptif, il s'était préparé. C'est pas, je lui ai sauté dessus, je lui ai dit, il faut que je vous parle. Non, il savait, il s'est préparé et j'ai pu lui dire. Et puis bon, bah, tout bêtement, on fait face à un humain qui éprouve des choses, qui a une capacité d'écoute. Et puis en fait, je m'étais fait toute une montagne de rien, quoi. Donc c'est souvent ça. Typiquement, docteur Azaria, on vous dit, faut que je vous parle ce soir, docteur. Je pense que là, ça commence à cogiter comme le décrivait Marion. Ah bah oui, on ne sait pas si c'est grave ou pas grave, de quel ordre. Mais c'est vrai que Marion, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où on dit au praticien, je dois vous parler, on sait que on va être amené à avoir une discussion et c'est normal et ça arrive tous les jours et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer. Je pense que parfois c'est difficile pour les assistantes d'exprimer ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ont envie de dire. Eh ben, il faut écrire. On écrit sur son téléphone entre midi et deux. On dit voilà ce que j'aimerais lui dire. S'il était en face de moi, voilà ce que j'aimerais lui dire. Faut pas hésiter en fait, même à prendre des notes. Finalement, en fait, le praticien, moi je connais aucun dentiste qui a dévoré son assistante personnellement, et je connais aucun dentiste qui surtout ne veut pas discuter d'un problème réel avec son assistante, parce qu'en général, on discute avec son assistante pour résoudre les problèmes et pour mieux travailler. À partir du moment où le praticien est réceptif, en général, on arrive à avancer, et la majorité des praticiens, je pense, sont réceptifs. Merci pour vos retours. On va avoir en 2 mots, on va vous mettre à l'épreuve une dernière fois pour une question façon thé ou café avant de clôturer. On a une assistante dans le chat qui nous demande, entre équipes, entre praticiens et assistantes dentaires, vouvoiement ou tutoiement? On commence par vous, docteur. Entre assistante dentaire et dentiste, vouvoiement. Et au sein de l'équipe, tutoiement. Ok. De votre côté, Marion? Pareil. Vouvoiement dentiste-assistante, c'est primordial pour la distance professionnelle. Eh ben, écoutez, voilà ça donnera des conseils du coup aux équipes, aux personnes qui se posaient la question. Merci à vous, ça vient clôturer le webinaire. Alors restez avec nous, merci d'avoir été présent, restez juste avec nous, on a quelques petites informations à vous partager. Dès que vous vous déconnecterez, vous allez voir un questionnaire qui va s'afficher sur votre écran. Donc on vous propose de nous partager les sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochains webinaires. Donc allez-y, c'est votre moment. Lâchez-vous, dites-nous tout ce qui vous intéresserait, vous questionnerait, et donc on pourra organiser d'autres soirées comme celle-ci pour répondre donc à vos questions. N'hésitez pas à vous rendre donc sur le site également de la communauté Doctolib, donc vous verrez le lien s'afficher dans le chat afin de continuer les échanges. On vous recommande également de lire notre étude intitulée « Le guide des bonnes pratiques pour les équipes dentaires ». Le lien va également s'afficher dans le chat. Vous aurez également La Voix des assistantes dentaires, notre podcast dédié aux assistants et assistantes dentaires. Nous vous enverrons également le replay de cet événement si vous souhaitez le partager à vos confrères et consoeurs. Et enfin, si vous souhaitez être contacté par nos équipes, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui va s'afficher également dans le chat. Merci, Dr Azaria. Merci, Marion, pour votre temps. Merci, Marion. Merci, Père Baptiste. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à bientôt pour un prochain webinaire.